Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Je vous retrouve pour la suite de nos débats avant le second tour des élections municipales. Ce soir, direction la Mayenne et la plus grande ville de ce département où le suspense est grand à l'issue du premier tour. Cette ville, c'est Laval. Elle a connu une campagne agitée avec un changement de tête de liste à droite à 3 mois du premier tour. Le maire sortant François Zocchetto, impliqué dans une affaire présumée d'agression sexuelle, a jeté l'éponge début décembre. Un abandon qui a totalement rebattu les cartes à Laval. Aujourd'hui, 2 candidats restent en liste. Nous les retrouverons dans un instant pour le débat. Mais tout de suite, retour sur le premier tour des élections et les enjeux à Laval avec Vincent Reynal et Sophie Boismin. Une seule certitude à Laval, le 28 juin, l'écharpe tricolore sera portée par une nouvelle tête. À l'issue d'un duel entre un homme rompu à la politique, Didier Pilon, et un petit nouveau, Florian Bercaud. Ce jeune chef d'entreprise, diplômé de Sciences Po et de HEC, parfait inconnu il y a 6 mois encore, aura réussi à bousculer une capitale mayonnaise sur laquelle plane toujours l'ombre de François Zocchetto, maire sortant, et de l'omniprésent député et ancien ministre Guillaume Garot. Le Benjamin de ce scrutin peut même espérer que la ville tourne une nouvelle page avec la fusion de sa liste de gauche Demain Laval Ensemble et celle de l'écologiste Isabelle Aymon de Laval Écologique et Solidaire. Tout est ouvert. À eux deux, ils pèsent plus de 51% des voix si l'on tient compte des chiffres du premier tour. En face, plutôt côté droit, Didier Pilon, l'ancien adjoint à la culture de François Zocchetto, qui a préféré jeter l'éponge suite à des accusations de violence sexuelle à son encontre. Sorti en tête du premier tour avec 40,8%, le candidat de la majorité sortante, soutenu par le parti présidentiel, est à la tête d'une liste constituée de La République En Marche, les Républicains et l'UDI. C'est donc un choix binaire qui se présente aux Lavallois, une alternative entre droite et gauche, entre deux visions de la société. Didier Pilon veut une ville propre, rénover les trottoirs et doubler les points de vidéoprotection avec l'installation de 60 caméras dans les quartiers. Florian Bercaud rêve d'un réaménagement du centre-ville, de tester les transports en commun gratuits le week-end et envisage un plan de 5 millions d'euros cofinancé avec l'agglomération lavalloise pour créer une myriade de pistes cyclables. Et une fois encore, la grande inconnue de ce scrutin sera le nombre de Lavallois qui se rendront aux urnes. Taux d'abstention lors du premier tour, plus de 61%. Et oui, 61% d'abstention le 15 mars, c'était 37% en 2014. 24 points de plus, c'est tout simplement énorme. Et la question qui se pose, c'est quel sera le niveau de cette abstention dimanche prochain. En tout cas, les électeurs qui se déplaceront devront choisir entre 2 candidats qui sont avec moi en plateau. Bonsoir messieurs, bonsoir Didier Pilon. Bonsoir. Vous êtes à la tête d'une liste d'hiver droite soutenue par La République En Marche, par l'UDI et les Républicains. Vous êtes adjoint à la culture dans la majorité sortante, dans la municipalité sortante auprès de François Zocchetto. Bonsoir Florian Bercaud. Bonsoir Virginie Charbonneau. Vous êtes candidat à la tête d'une liste d'hiver gauche et on l'a entendu dans ce reportage, vous avez fusionné avec la liste écologiste qui était présente au premier tour. La campagne, messieurs, a été longue dans toutes les villes, difficile dans toutes les villes pour tous les candidats. Mais à Laval, on peut le dire, elle l'a été et elle est toujours particulièrement tendue. Suspicion autour de procuration, affiches dégradées, une atmosphère très particulière qui entoure cette fin de campagne. Et j'aimerais qu'on y revienne un peu pour commencer ce débat. Passons sur les attaques des 2 côtés concernant les affichages sauvages ou affiches taguées ou recouvertes. Nous allons nous intéresser à la dernière polémique en date qui est partie du témoignage d'une Lavalloise sur l'antenne de France Bleu Mayenne. Elle a expliqué il y a quelques jours que son père avait été contacté par une personne de la liste Laval Passionnément, c'est-à-dire la vôtre, Didier Pilon. Cette personne aurait proposé à son père de faire une procuration directement chez lui. Une version que vous contestez, Didier Pilon. Je vous donnerai la parole dans un instant. Mais d'abord, Florian Bercaud, vous n'avez pas perdu de temps. Vous avez immédiatement saisi la préfecture de Mayenne. Dans un courrier, vous demandez au préfet de faire des vérifications sur le caractère volontaire et librement consenti de la démarche. Pourquoi ? Moi, j'en appelle à un débat apaisé, et je pense que c'est ce qu'attendent les Lavallois, pour qu'il y ait véritablement un débat sur le fond, sur le projet. Et la campagne a été très agressive, cette campagne du second tour. Dès le début, dès le retour en campagne de M. Pilon, j'ai eu le droit à une lettre ouverte m'accusant de collage, de colère de femmes. Oui, il y a des colères dans notre ville, celles des femmes, il faut les entendre. Et je m'étonne que les insinuations continuent. C'est pourquoi j'en appelle à un débat serein. Et quand j'ai vu l'article de France Bleu sur cette suspicion, effectivement, j'en appelle au strict respect des règles. Il y a le droit de faire des procurations. Mais ce qui est important, c'est Vous le dites libre que ce sont quand même des faits de nature à troubler la sincérité du scrutin municipal. Mais on est bien d'accord, on a le droit, c'est tout à fait légal, d'aider des personnes à faire des procurations.
C'est d'ailleurs une possibilité que vous offrez sur votre programme. Il y a un papier qui permet en fait d'être rempli pour avoir des procurations. Nous, on n'a pas fait le choix de faire de phoning, d'appeler les gens pour les inviter à faire des procurations, ce qui est tout à fait légal. L'important pour moi, c'est le respect des règles du libre consentement pour que le 28 juin, les Lavallois fassent un choix éclairé et serein. Didier Pilon, on a mal compris ce qui s'est passé auprès de cette campagne téléphonique, puisque vous confirmez bien effectivement que votre liste appelle des personnes pour les inciter à aller voter, éventuellement par procuration. Bien sûr, puisque c'est ce que nous propose le ministère de l'Intérieur. Dans la mesure où on ne peut pas faire de porte-à-porte, il était intéressant de pouvoir contacter les Lavallois et les Lavalloises. J'observe qu'il y a quand même un timing, en effet, qui est assez marquant. Une lettre au préfet juste avant un débat. Je voudrais simplement dire que c'est très clair pour moi. La loi propose de faire des procurations, mais jamais quelqu'un de la liste ne peut prendre cette procuration, puisqu'il faut aller la porter à la gendarmerie, à la police, où il faut que quelqu'un d'assermenté vienne. Donc on ne peut pas... C'est ce que sous-entendait cette dame qui disait que c'est ce qu'on aurait proposé à son père. Vous dites non, c'est Non, on a absolument proposé faux. à son père, qui n'était pas aussi âgé que ça, on lui a proposé, s'il le souhaitait, de l'emmener au commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire la procuration. C'est ça qu'on propose aux gens. De la même manière qu'on propose aux gens, le jour de l'élection, d'aller en voiture. S'il y a des gens qui n'ont pas de voiture, ils sont fatigués, il fait mauvais, on leur propose de les emmener au bureau de vote. Donc la procuration, c'est exactement la même chose. On propose aux personnes d'aller déposer ou demander une procuration là où c'est légal, c'est-à-dire la gendarmerie, le tribunal ou ailleurs. Donc ça n'est jamais que le strict respect de la loi. Donc pour vous, il n'y a pas d'affaire? Absolument pas, non. Il y a une polémique, c'est tout à fait différent. Il y a beaucoup d'insinuations, en tout cas. Vous faites encore des insinuations sur le timing. Pouvez-vous expliquer cette insinuation? Depuis le début de la campagne, vous faites beaucoup d'insinuations. Non, je vous ne fais pas m'accusez de beaucoup de choses, non, monsieur attendez, Pilon. monsieur... Là, c'est France Bleu qui relate des faits, et je pense Non, que c'est une dame pour un qui- débat, c'est une dame qui apaisé, écrit à il me France semble Bleu, essentiel c'est de pas pareil. pouvoir en appeler au respect des règles démocratiques pour un débat serein. Heureusement, j'étais 2 ans au ministère de la Justice. Heureusement, Mais la quel est le démocratie, rapport? c'est ça. Bien sûr, Mais je je sais. dis simplement... Mais que- vous insinuez le timing, et c'est toujours, je trouve, attendez, irrespectueux. Vous en parlez le samedi lors d'un débat, avant que le témoignage de la dame arrive à France Bleu, et le lundi, J'en juste ai avant... jamais parlé avant. Si Mais- vous en avez parlé le samedi, lorsqu'on était en débat à l'autre radio. Mais pas du tout. Ah bah écoutez, là, les gens peuvent écouter En l'autre tout cas, radio. quel que soit Voilà. le timing, Vous avez une il y a capacité eu- à mentir. Ah non, vous n'avez pas le Me droit de dire mentir ça. à moi, c'est pas gênant, mais Non, mentir aux non, Lavallois, non, c'est bien plus monsieur, grave. Alors, en tout cas, quel les que gens soit le- jugeront parce qu'il y a eu un débat à l'autre radio le samedi. Et Non, vous mais avez commencé vous le continuez. débat par cette allusion. Ah non, mais dites pas que c'est pas vrai. Alors là, non. Mais vous Ça n'est pas continuez. dit. Quel que pas soit dit. le Très timing, inquiétant. quelle que soit la déclaration de cette personne ou d'autres, ce qui est sûr, c'est que la préfecture n'a pas demandé l'ouverture d'une enquête, qu'il n'y a pas d'enquête ouverte, que vous rencontrerez le préfet demain. La préfecture qui a communiqué aujourd'hui sur cette question des procurations pour bien recadrer et préciser ce qu'il en est, mais sans pointer de quelconque irrégularité d'un côté ou d'un autre dans ces questions. Une polémique qui montre en tout cas, et votre ton aussi le montre dès le début de ce débat, eh bien que c'est une campagne sous tension à Laval, et pour cause. Les résultats du premier tour ont été surprenants pour un certain nombre d'observateurs. Nous les revoyons à l'instant. Alors certes, vous êtes arrivé en tête, Didier Pilon. Votre objectif était de passer la barre des 40%. Ça a été fait de justesse, Oui. 40,8%. Mais les deux listes suivantes, on l'a dit, qui vous talonnaient à L2, dépassent les 51%. Alors sur le papier, arithmétiquement, vous pouvez l'emporter, Florian Bercon. On sait bien que la politique, ça n'est pas de l'arithmétique. Mais Didier Pilon, on a l'impression que c'est un peu mal parti pour vous. Où sont vos réserves de voix ? Alors non, ça n'est pas mal parti parce qu'il y a un tel taux d'abstention que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas mobilisés. Je le rappelle, 61% de personnes n'ont pas voté à Laval. Et c'est vraiment très premier ennuyeux tour. parce que je pense qu'il faut au contraire que les gens puissent venir voter. Donc c'est chez les abstentionnistes que sont vos réserves de voix ? Ah ben, j'en suis persuadé, dans la mesure où il y a énormément de gens qui ne sont pas venus, et certains ne sont pas venus aussi parce qu'ils étaient très en colère du fait que le samedi, juste avant le premier tour, on leur dit plus de restaurants, plus de sorties, plus rien. Et donc il y en a qui ont très mal vécu le fait qu'on leur dise allez quand même voter, il ne se passe rien. Donc je crois qu'il y a énormément de gens qui ont été contrariés par cela. Et puis, Et qui viendront donc voter, selon vous, dimanche ? Je le pense et je l'espère. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui vont venir parce que le choix, il est binaire. Je rappelle quand même qu'avoir plus de 40% avec 5 listes différentes, c'était quand même pas gagné au départ. Florian Bercon, je l'ai dit, hein, vous avez fusionné. Quand on fusionne, on négocie. Qu'est-ce que vous avez négocié avec les écologistes ? La fusion, je tiens à rassurer les Lavallois, c'est très bien passé. Ça a été une fusion autour de valeurs, et on s'est retrouvé autour des valeurs humanistes, écologistes, sociales. Et donc, tout naturellement, on a respecté le scrutin 2 tiers, 1 tiers
pour pouvoir constituer cette nouvelle liste. Et aujourd'hui, on est fort d'une dynamique de rassemblement. Mais qu'est-ce que vous avez négocié ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous avez cédé, d'autres les écologistes ? Qu'est-ce qui a changé ? Ça a été un projet enrichi. Voilà. Donc, on a enrichi notre projet des uns des autres. Vous auriez dû partir au premier tour ensemble, alors ? Ça ne s'est pas fait, mais là, la dynamique de rassemblement est là. On reste avec une ADN d'une liste citoyenne qui parle aux Lavallois. Et chaque jour, je suis à la rencontre des Lavallois depuis des mois, encore hier à Illard et aux Vignes, pour gagner leur confiance, chaque jour un peu plus, avec Isabelle Aymon et bien sûr toute la liste qui est au-devant de moi. Des gens, des hommes et des femmes très engagés dans la vie de leur quartier, qui ont fait leurs preuves dans leur vie professionnelle, dans leur vie associative, dans la vie des quartiers. Je suis très fier de l'équipe qui est derrière moi. Une donne en tout cas que personne n'avait vu venir dans n'importe quel camp, pardon. Cette donne, c'est bien sûr la crise du Covid, son ampleur, crise sociale, économique, sanitaire. Et vos programmes ont forcément évolué un peu ou beaucoup pour vous mettre en face par rapport à cette crise. Quelles mesures, messieurs, avez-vous fait évoluer ou rajouter d'un point de vue social, pour des mesures immédiates ou sur le plus long terme, pour aider les commerçants, pour soutenir les Lavallois plus modestes touchés par la crise ou pour soutenir l'emploi, Didier Pilon ? Alors justement, sur l'emploi, on a décidé de créer une maison de l'emploi qu'on allait placer à Saint-Nicolas parce que c'est un quartier qui est fragile, où il va y avoir un taux de chômage énorme. On a décidé de lancer un parcours pour les jeunes entre 16 et 25 ans pour les accompagner. Et on va lancer également un certain nombre de mesures autour de l'apprentissage. Parce qu'en effet, pendant cette période, j'ai pu, avec mes colistiers, lancer une enquête où il y a eu plus de 640 Lavallois qui ont répondu. Et on s'est rendu compte que dans les priorités, il y avait l'économie, l'emploi et l'insertion. Je rappelle que ça n'est pas au départ une compétence de la ville, mais plutôt de l'agglomération. Mais il était clair que la ville devait s'engager dans cette lutte contre le chômage. Et notamment le chômage des jeunes. Mais qu'est-ce que fera cette maison d'emploi que Pôle emploi, par exemple, ne fait pas ? Non, ça sera un lien direct entre les entreprises, les entrepreneurs et les jeunes, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a véritablement des entreprises qui cherchent des jeunes, et il y a tout un parcours. J'étais hier, moi, à Saint-Nicolas, vous étiez dans un autre quartier, mais j'étais aussi dans un quartier, et on a rencontré des jeunes qui ont créé leur entreprise parce qu'ils ne trouvaient pas d'emploi. Alors tant mieux. Donc en fait, c'est une mise en relation. C'est une mise en relation, c'est un accompagnement et c'est l'explication d'un certain nombre de filières. Parce que les jeunes qui ont créé leur emploi et leur entreprise nous ont dit on ne savait pas ce qu'on pouvait faire, on ne savait pas quelle formation il fallait suivre pour avoir tel ou tel métier. Vous prévoyez d'ailleurs un forum à distance, si vous êtes élu, en septembre, pour informer les jeunes sur l'apprentissage. Florian Bercot, vous voulez soutenir la commande publique locale. Vous voulez aider les TPE, les artisans, les sous-traitants de l'automobile. L'objectif, sauver le maximum d'emplois et d'entreprises. Ok, c'est très bien, mais concrètement, comment une mairie peut-elle les aider ? C'est assez flou, là, vos propositions. Non, je rappelle l'importance, après une crise sanitaire qui a été compliquée pour les Lavallois, et j'ai une pensée pour tous ceux qui se sont mobilisés pendant cette crise sanitaire. Je pense qu'on peut les saluer. Maintenant, il va falloir gagner la bataille des conséquences économiques et sociales. Et là, il faudra être déterminé. Moi, je suis moi-même chef d'entreprise. Sur le volet économique, ma détermination, c'est de mobiliser les services. Comment vous faites ? Mobiliser les services de l'État, services de la région, services de l'agglomération. Là aussi, pour aider, je ne veux pas qu'il y ait une génération sacrifiée Covid, pour aider les jeunes à trouver leur premier emploi, leur premier apprentissage, leur premier stage. C'est mobiliser les services de l'insertion économique, ça me paraît essentiel. Et c'est absolument urgent, effectivement, parce qu'on va regarder un chiffre. Plus 30%, c'est la hausse du chômage en Mayenne en avril. C'est absolument catastrophique et c'est beaucoup plus que la moyenne française sur ce même mois. Alors, Florian Bercot, je vous repose la question de façon concrète. Comment est-ce que vous soutenez l'emploi et que vous soutenez les entreprises ? Eh bien, c'est renforcer les services de l'emploi qui peuvent exister et mis à disposition pour davantage faire rencontrer les entreprises, faire découvrir les filières à nos jeunes, mais pas que. Il y a le volet vraiment, la jeunesse, avoir une priorité et pouvoir mobiliser ces services pour eux, de pouvoir maintenir un maximum d'emplois et de soutenir les entreprises à travers des crédits ou des subventions s'il y en a besoin, maintenir l'emploi. Donc d'aider financièrement directement des entreprises. Exactement, s'il le faut. Et bien sûr, aller saisir les opportunités de relocalisation, ça me paraît essentiel aussi, de pouvoir aller les chercher et développer de nouvelles filières. Je ne suis pas défaitiste. Et ça, il y a l'économie, mais il faut aussi le volet social et solidarité. Et c'est très important d'avoir un plan d'action opérationnel. C'est pour ça qu'on a mis en place 15 mesures de réponse à la crise avec le volet social. Une de vos propositions, c'est de soutenir financièrement les associations, d'augmenter de 10% les subventions, de passer la cantine à 1 € pour les plus démunis.
Et pas que, c'est-à-dire que cette crise sanitaire a révélé au grand jour les inégalités dans nos quartiers des Lavallois quant au logement, et avoir une caisse de compensation pour aider à échelonner le paiement des loyers, ça me paraît quelque chose d'essentiel. La cantine à 1 euro, bien évidemment, pour que chaque Lavallois puisse se nourrir, quelles que soient les conditions de ressources de leurs parents, parce que bien se nourrir à la cantine, c'est derrière bien grandir à Laval et pouvoir y bâtir son avenir. Et moi, je suis orienté résolument vers l'avenir. Ça me paraît être des mesures essentielles d'urgence et il faut y répondre. Et sur le volet éducatif aussi, mettre autour de la table tous les acteurs éducatifs pour pouvoir avoir un comité de veille éducative et lutter au maximum contre les décrochages scolaires. Et j'en finirai aussi sur un plan de lutte contre l'isolement. Je pense aux personnes notamment âgées qui ont souffert de cet isolement pendant le confinement. Là aussi, il faudra recréer des moments de vie, des animations, notamment le week-end. Vous voulez lutter contre l'isolement et l'ennui, vous dites, des personnes âgées. Vous parlez du décrochage scolaire. Vous, Didier Pilon, une mesure sociale que vous voulez mettre en place dès cet été, c'est les cahiers de vacances, c'est-à-dire du soutien scolaire gratuit pour les enfants. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement, il y avait des enfants qui n'avaient pas les moyens de suivre des cours en visioconférence. Il y avait des problèmes de matériel. Donc, il est important de pouvoir doter toutes ces familles-là d'outils pour suivre ces cours. Et puis, justement, pour rattraper en quelque sorte ces 2 ou 3 mois, les cahiers de vacances, ça permet encore une fois de suivre. Et mais ça se déroulerait de quelle façon? Ça se déroulerait justement avec des gens volontaires, dans des salles, pour pouvoir justement s'occuper des enfants. Parce que à Laval, il existe déjà dans des écoles des référents qui regardent le décrochage scolaire et donc qui connaissent les enfants. Et c'est tout à fait ce processus-là que l'on veut développer. Je crois qu'il est important de suivre en effet les enfants. Et je rappelle que le budget éducation, famille, c'est le plus important d'une mairie. Donc il est important. Mais je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur les entreprises, parce qu'on a balayé, on est parti sur les entreprises, on arrive aux enfants, ce qui est très bien. Je crois qu'il est très important de s'appuyer sur les entreprises, sur le tissu industriel économique de la Mayenne. Je ne suis pas sûr qu'une mairie puisse aider directement une entreprise. Ça ferait, à mon avis, des problèmes de concurrence déloyale. Donc vous n'êtes pas pour apporter une aide financière directe à une entreprise? C'est compliqué. Et je crois que vous l'avez fait pendant tout le mandat au niveau de l'agglomération. Non, mais attendez, c'est autre chose. Mais non, ça, c'est des aides à l'investissement et tout. Je reviens simplement. Monsieur Berco, je connais bien le tissu économique. Je connais votre ton professoral. Écoutez, je ne suis pas professeur. J'ai été entrepreneur moi-même. Oui, je connais le tissu industriel mayennais qui est très solide et qui est très solidaire. Tissu que vous avez critiqué quand même dans un article. Continue à être professoral. Je ne suis pas professoral, en fait. Écoutez, je voudrais vivre simplement mon expérience. J'ai été chef d'entreprise en Mayenne, j'en suis très fier. Et je connais bien tout le tissu mayennais. Et c'est avec les entreprises qu'on travaille. Mais ce n'est pas en les finançant directement. Certainement pas. En soutenant, en tout cas, pour maintenir de l'emploi. Il y a des filières qui vont souffrir, comme dans la sous-traitance automobile. Mais il faudra être présent. Mais monsieur Berco, on le sait bien, à nous de trouver les moyens extérieurs. Mais on ne peut pas soutenir les entreprises telles que vous l'imaginez. Il faut au contraire permettre le dialogue. Vous avez bien fait au conseil communautaire aider nos commerçants, par exemple, à payer leur loyer. Oui, mais ça, c'était une démarche pour des commerçants. C'était une démarche qui était individuelle. C'est une entreprise, un commerçant. C'était une demande individuelle pour qu'on sauve les commerces. Et en effet, la ville de Laval a accepté de ne pas recevoir un certain nombre de recettes. Et on l'a fait immédiatement. Je le sais d'autant plus que j'étais l'adjoint au commerce pour le faire. Donc le plan relance commerce, pendant 2 mois. Mais écoutez, il vaut mieux 2 mois que pas du tout. Oui, et je trouve que c'était justement très important parce que ça permettait de voir quels étaient les problèmes. Et c'est le dynamisme de la ville que l'on veut protéger. On voit bien qu'il y a 2 visions chez vous. Oui. Il y a un autre sujet qu'on va aborder qui est au cœur de vos programmes et qui concerne absolument tous les Lavallois, quel que soit leur mode de déplacement. C'est la circulation dans la ville. On ne peut pas dire que la ville soit réputée pour ses bouchons, et tant mieux pour elle. Mais c'est une question, malgré tout, très présente dans vos programmes, autour de plusieurs modes de déplacement possibles qui doivent, dites-vous, désormais coexister dans la ville. D'où cette question, quelle place pour la voiture à Laval, quelle place pour le vélo, quelle place pour commencer pour les transports en commun? Florian Berco, vous êtes-vous favorable à l'expérimentation de la gratuité des transports en commun le week-end? Une expérimentation qui doit durer combien de temps selon vous? Alors, l'important, c'est de faire la cohabitation entre la voiture, que j'utilise tous les jours, avec laisser une place au vélo, puisqu'il y a une habitude du vélo à Laval, et puis bien sûr les transports en commun, et inviter un maximum de le Lavallois à utiliser les transports en commun. Ça a été testé, ça a été réalisé dans beaucoup de villes, Vitré, Quimper, La Roche-sur-Yon. Mayenne, tout près de Laval depuis 20 ans, sauf que dans ces villes-là, on n'a pas forcément vu la fréquentation beaucoup augmenter. Il paraît important pendant 1 an de tester cette gratuité le week-end. C'est une mesure de soutien aux commerçants pour pouvoir venir dans le centre-ville notamment. C'est une mesure écologique puisqu'on invite à prendre les transports en commun. Et ça me paraît être une mesure aussi sociale d'inviter un maximum de Lavallois à pouvoir circuler dans la ville. Voilà, c'est quelque chose qui me paraît essentiel d'expérimenter
Ça vaut Donc sur combien de temps ? sur une année. Sur une année. Didier Pilon, vous n'êtes pas favorable à la gratuité, plutôt à des tarifs préférentiels, éventuellement le week-end. Et vous êtes par contre, une proposition chez vous, c'est le TUL, c'est-à-dire les transports urbains lavallois, à la demande. Ça veut dire quoi ? Où je veux, quand je veux, en bus dans la ville ? Non, ça serait trop compliqué. Je voudrais revenir justement sur cette notion de bus. Je crois que les mesures et les rapports qui ont été faits, notamment il y a un rapport du Sénat il y a très peu de temps, qui montre en effet que ce n'est pas parce qu'on rend les transports gratuits qu'il y a plus de monde à les prendre. En fait, c'est ceux qui ne prenaient pas le TUL, qui prenaient leur vélo, qui allaient à pied, qui vont monter dedans. Donc c'est un peu dommage et c'est une mesure qui coûte extrêmement cher. Vous avez beaucoup de certitudes, Monsieur Pilon, je parle Non, d'expérimentation. J'ai une connaissance, monsieur. Et s'il vous plaît, sur les TUL. Laissez finir Monsieur Pilon. Donc pour vous, pas de gratuité, on l'a bien compris, mais comment est-ce que vous développez le... Sur les TUL quand même, parce qu'on m'attaque. Non, sur les TUL. Attendez, je vous attaque pas, je suis pas d'accord avec vous. Les colistiers en marche en novembre dernier de Monsieur Pilon proposaient la gratuité totale toute la semaine à Laval. Il n'était pas encore sur ma liste et ça n'est pas la décision que nous avons prise ensemble parce que Alors, le programme, nous l'avons fait ensemble. Alors, madame, je voudrais pas des revenir. mauvaises idées. En effet, sur le bus à la demande, c'est par exemple, quand on va dans les quartiers, on se rend compte qu'il y a des grands bus où il y a 2 ou 3 personnes dedans. L'histoire des bus à la demande, c'est d'adapter la taille des bus, les horaires et les fréquences en fonction justement de la journée. On est bien d'accord qu'il faut un grand bus le matin pour aller au travail, pour aller à l'école, ou le soir pour venir, mais dans l'après-midi, vous regardez les bus, ils sont vides, donc il faut s'adapter à la demande. De mettre des petits bus. Non, mais des petits bus. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que le chauffeur, à un moment donné, il retourne au dépôt et il change de bus pour avoir justement des bus qui sont beaucoup plus à la demande par rapport à la au-delà de la taille des fréquentation. bus, est-ce qu'il faut plus de lignes, plus de fréquences ? Il faut plus de fréquences, il faut vérifier les horaires et en effet, ça me paraît très important. Parce plus de lignes ? Est-ce qu'il faut d'autres lignes ? Est-ce que vous envisagez d'autres lignes ? Oui, forcément, puisqu'il y aura une extension par rapport à l'agglomération de Laval qui est passée de 20 à 34 communes et parce qu'il va y avoir des nouvelles institutions qui vont nécessiter justement le transport en commun. Florian Berco, je vous pose la même question. Plus de lignes, plus de fréquences ? Oui, je pense qu'en tout cas, il faut faire vivre ces lignes de bus en fonction des habitudes des Lavallois. Et on peut constater qu'effectivement, il peut y avoir des lignes à remettre en place pour aller au cinéma, ou notamment le week-end, le dimanche, pour donc aller sur des horaires différents. C'est une attente des Lavallois. On a parlé de la place des transports en commun. La circulation, c'est aussi la place du vélo. Un mode de transport plébiscité, on l'a vu, dans toutes les villes et notamment à Laval depuis le déconfinement. Alors vous êtes tous les deux d'accord au moins sur un point, c'est qu'il faut donner plus de place au vélo dans votre ville. Même si les Lavallois qui ont été interrogés par mes confrères de Ouest France il y a quelques mois disent « Laval n'est pas adapté au vélo ». Florian Berco, quel est votre plan vélo pour Laval ? On a une ambition pour le vélo. Et je diffère avec M. Pilon sur la méthode. Quand on constate là, cette semaine, l'irruption de bandes cyclables jaunes éphémères, fait n'importe comment, sans concertation avec les commerçants. Rue Sainte-Anne, hier, je voyais un commerçant en colère vis-à-vis de cette installation qui a certainement peut-être des vertus électorales, mais je crois que les Lavallois ne sont pas dupes. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc vous voudrez quoi ? Vous voudrez faire quoi ? Je porte la parole des Lavallois et de ce commerçant qui était très en colère. Des Lavallois que vous avez rencontrés en tout cas. Exactement. Votre plan vélo, à vous, c'est quoi ? Donc c'est d'abord concerter, écouter les utilisateurs de vélo. On commence par sécuriser l'existant, sortir d'une politique de la simple bande cyclable à contresens fait à la va-vite pour sécuriser et faire des pistes cyclables. Et le deuxième volet, c'est soutenir l'utilisation du vélo, notamment pour les trajets domicile-travail, et inviter les Lavallois à prendre davantage le vélo. Comment on soutient l'usage du vélo ? Il y a des dispositions de l'État déjà en place pour acheter des vélos. Donc ça n'est pas votre politique propre à la mairie. Non, mais au niveau de l'agglomération ou de la ville, on pourra éventuellement soutenir davantage. Donc des nouvelles pistes cyclables sécurisées. Tout à fait. Didier Pilon, votre municipalité, celle à laquelle vous appartenez depuis le déconfinement, effectivement, vous venez de le dire, Florian Berco, a testé de nouvelles pistes cyclables. On peut effectivement se poser la question, c'est pas un peu tardif ? Non, à quelques semaines du second tour ? Non, ça n'est pas tardif parce que c'était déjà quelque chose qui était dans les cartons, d'autant plus qu'il y a un plan au niveau de l'agglomération sur les pistes cyclables. Simplement, il est important de faire non pas des pistes éphémères, mais des pistes expérimentales, puisque l'idée, c'est d'y aller progressivement. J'ai milité dès le premier tour. Si on regarde bien mon programme du premier tour, où nous avions annoncé un certain nombre de pistes cyclables sécurisées, notamment pour aller du viaduc à Avenières et notamment dans une autre grande pénétrante. C'est-à-dire sur les quais, notamment.
Sur les quais, parce qu'en effet, les quais sont à double sens des deux côtés. Je trouvais ça un petit peu dommage. Et je me disais, si on mettait un quai dans un sens et l'autre dans l'autre sens, on pouvait justement retrouver immédiatement des pistes cyclables sécurisées. Donc il y en aura beaucoup, parce que c'est la vertu aussi d'une campagne et d'une liste. Et moi, la mienne, elle n'a pas changé depuis 6 mois. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir... Vous êtes passé du vert au bleu quand même, les écharpes vertes c'est deux couleurs, c'est deux voire couleurs. Bleu marine, oui. Attendez, vert et bleu, je continue, parce que le vert, c'est ce qui est dans mon inconscient par rapport au poumon vert de la ville. Oui, Je dis simplement, je dis simplement que ces pistes cyclables, elles sont nécessaires parce que les modes ont évolué. Aujourd'hui, on a un vrai changement de génération. C'est là aussi qu'un élu doit percevoir ces changements de société. Et il y a beaucoup de jeunes trentenaires qui, en effet, préfèrent avoir 2 vélos électriques avec de quoi transporter leurs enfants, plutôt qu'autrefois, il y avait deux voitures. Mais aujourd'hui, je le redis, je suis toujours dans la culture du « et », moi, je souhaite que les voitures et les vélos et les bus puissent coïncider. Parce que, je termine à la 30 secondes, madame, si vous me permettez, par rapport à l'enquête. L'enquête qu'on a lancée sur les 640 Lavallois, c'était quand même très intéressant. Et il y a 60% des Lavallois et Lavalloises qui ont dit « moi, je veux garder ma voiture ». Donc, il ne faut pas opposer, il faut faire en sorte que tout cela cohabite harmonieusement. Eh bien, j'allais y venir justement aux voitures. Vous faites ma transition, Monsieur Pilon. Vous dites effectivement que la majorité des Mayennais, par rapport à cette étude que vous avez, cette enquête que vous avez faite auprès des Mayennais, qui, je le rappelle, n'est pas un sondage, 640 réponses sur 49 000 personnes. Avec des commentaires. Avec des commentaires qui disent en tout cas que 60 personnes, effectivement, ne modifieront pas leur mode de déplacement et qu'ils souhaitent conserver la voiture à Laval. Malgré tout, est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il faut lui donner moins de place dans la ville, rapidement ? La voiture ? Oui. Mais je pense qu'elle en aura de moins en moins parce qu'il y aura de moins en moins d'utilisateurs. Mais aujourd'hui, il faut permettre à tous ceux qui veulent venir dans le centre-ville et aller travailler avec leur voiture, le permettre. Donc on n'oppose pas. Mais il y aura une évolution. Florian Berco, votre désormais colistière, Isabelle Aymon, qui menait la liste au premier tour, voulait, elle, expérimenter une ville sans voiture une fois par mois. Est-ce que c'est une mesure qui a toujours votre soutien ? C'est dans le centre-ville, l'expérimentation, oui. En tout cas, commençons par une fois par trimestre, typiquement. Ça a changé. Oui, je pense que c'est le but d'enrichir un programme. Moi, je suis pour l'expérimentation, effectivement, sur le sans-voiture. C'est une attente. Si on veut soutenir nos commerçants, ça me paraît important. Un week-end sans voiture, donc on vous entend à Laval par trimestre. La voiture, c'est aussi un mode de déplacement. Il faut aussi la garer à un moment. La question du parking se pose. Le parking de la place du 11 novembre, dont on va parler dans un instant, qui est cette place centrale à Laval, ce parking, il est géré par un privé, Urbis Park, depuis quelques années et jusqu'en 2022. L'un et l'autre, vous souhaitez remettre en cause cette concession qui est coûteuse pour la ville. Didier Pilon, vous y allez carrément, vous dites qu'il faut remunicipaliser ce parking et les autres d'ailleurs. Ah, totalement, parce que c'est la gauche qui avait municipalisé, qui avait plutôt confié ça à un privé. On était totalement contre, parce qu'on savait les inconvénients qui arrivent aujourd'hui. Donc pour vous, vous revenez en arrière en 2022 ? En 2022, on crée une société, en effet, de gestion des parkings. C'est la ville et l'agglomération qui la géreront, parce qu'on pourra faire ce que l'on veut en fonction des demandes des commerçants, en fonction des animations des villes. Et justement, on n'aura pas à payer... Plus de souplesse. Oui, puis on n'aura pas à payer un privé quand on veut utiliser notre espace public, l'espace public des Lavallois. Oui, effectivement, Sur cette question précise, on ne va pas y passer trop de temps. Oui, je sais que c'est un totem, mais effectivement, cette délégation du service public, elle est importante dans sa maîtrise et son contrôle. Je constate que vous n'avez même pas essayé de renégocier pour faire cette fameuse place du 11 novembre qu'on attend. Non, on ne veut pas renégocier. Il me semble que d'avoir une société d'économie mixte locale avec des capitaux privés et capitaux publics pour gérer les parkings est une bonne solution. Alors, pas de programme sans vision globale d'aménagement d'une ville, et heureusement, on pourrait le dire quand on se lance à la conquête d'une ville. Un aménagement à la fois du quotidien, sur les trottoirs, la propreté, nous en parlerons dans un instant, mais aussi à travers un projet central dans tous les sens du terme. On vient de l'évoquer en filigrane, c'est cette place du 11 novembre, vraiment au centre de Laval. On a parlé des aspects circulation il y a un instant, mais ce qui est important aussi, c'est de savoir ce que vous voulez y faire sur cette place. Florian Berco, vous maintenez votre programme du premier tour, votre projet du premier tour, 12 millions d'euros d'investis sur cette place. Oui, la place du 11 novembre, c'était une promesse de Françoise Zocchetto en 2014 de la réaliser. Il n'y a pas eu un début de pierre mis sur cette place du 11 novembre. Ça ne peut plus être le rond-point du département, parce que je pense à nos commerçants qui ont besoin de revitaliser ce centre-ville. C'est une attente des Lavallois.
cette place du 11 novembre. Et j'ai une ambition, c'est un esprit de ville, et je respecte d'ailleurs l'âme des lieux, avec une volonté d'y trouver un espace apaisé, avec Alors qu'est-ce qu'on y trouvera justement très une concrètement? circulation des tulles, des vélos et des voitures, mais surtout un endroit agréable où on peut se retrouver avec un bassin d'eau, avec un kiosque d'information pour le tourisme, avec un petit ponton, un bel espace pour se retrouver. Vous baissez les yeux parce que vous êtes en train de Oui, je suis en regarder train de l'image en parce fait que, sur votre programme voilà, de cette je place trouve telle que vous l'imaginez, mais on c'est y un beau trouvera travail qu'on a notamment réalisé. votre projet, c'est d'y trouver une halle commerçante. Tout à fait. Qui sera installée à l'intérieur de cette halle? À la fois des halles commerçantes pour y héberger les commerçants de la halle Saint-Louis très cachés, pour y mettre aussi une halle mayonnaise pour mettre en avant l'artisanat mayennais, et puis une halle citoyenne pour avoir une vitrine des associations en centre-ville. Et voilà, on a un projet qui est solide, qui est finançable, qui est concret. Et 12 millions pas de fausses promesses, on le réalisera. Vous comptez sur les 5 millions d'euros de l'État du projet Cœur de Ville. Vous êtes certain de les avoir? Bien sûr, ça a été signé en conseil municipal. La ville le met, c'est à disposition sur le site de la ville. Et ce serait dommage de perdre ces 5 millions d'euros que l'État a signé avec le maire actuel. Donc 12 millions d'euros de votre côté, Florian Berco. Donc 1 million d'euros environ par an. D'investissement sur un projet sur 6 ans. Didier Pilon, vous en revanche, vous avez décidé très clairement, et vous l'assumez, de réduire la voilure sur ce projet. Qu'est-ce qui disparaît entre le premier et le deuxième tour sur votre projet du Place du 11 novembre? La taille idéale et tout ce qui concerne le parking. Il est clair que cette place, elle doit être refaite. J'observe et je redis qu'on n'a pas pu le faire plus tôt puisqu'on ne peut rien faire avant 2022. Mais c'est ça faux. n'empêche pas. Donnez-moi les conditions de contrat qui vous empêchent de refaire. Vous parlez là du parking Urbis Park. Oui, on ne peut pas. Faux. J'ai relu la délégation de service tant public, mieux, rien ne l'empêche. C'est bien vous qui n'avez pas payé. Alors justement, alors 2022, de toute façon, c'est demain, Florian Berco, donc on peut s'intéresser au projet. Qu'est-ce que vous prévoyez? Je tiens mes promesses. Sur Ce que nous prévoyons, nous, c'est de faire une halle beaucoup plus petite que ce qui était envisagé au départ. Donc une halle qui va être pour la halle de Saint-Louis avec des commerces de bouche. La possibilité pour cette simple halle sera d'être évolutive en fonction de la santé des commerces. Je voudrais quand même rappeler qu'étant membre de la Chambre de commerce, on a quand même des études qui nous montrent qu'il va y avoir des commerces qui vont être obligés de fermer. Construire quelque chose de nouveau me paraît, moi, aujourd'hui, inopportun par rapport à vouloir faire en sorte qu'il y ait toujours des magasins ouverts dans le centre-ville. Donc, en effet, j'ai pris la décision, avec l'ensemble des colistiers, de ne plus consacrer autant d'argent, parce que j'observe quand même que 12 millions sur ce que vous voulez faire, c'est quasiment un quart des budgets d'investissement de votre mandat va se faire sur la place du 11 novembre. Je rappelle que quand on fait de tels travaux... Vous n'avez pas bien écouté ce que j'ai dit. 12 millions sur 50, bon... Moi, je pense qu'il faut sauver la revitalisation des centres-villes. Ça ne date pas d'hier et pas de la Covid. Je voudrais redire simplement qu'aujourd'hui, je ne trompe pas les électeurs, j'ai la connaissance de ce que nous disent aussi les commerçants. Quand vous faites de grands travaux... Quand vous faites de grands travaux en centre-ville, vous paralysez les commerces. Je pense donc qu'aujourd'hui, on ne peut plus lancer un grand programme. Mais on sait faire de la concertation. Mais c'est pas une concertation, c'est la fragilité des commerces. Donc un grand programme, vous dites, avec des halles plus petites où il n'y aurait pas de commerce, par exemple, de vêtements, de chaussures, mais uniquement des restaurants ou des bars. Éventuellement, oui, parce que ça peut évoluer et c'est un endroit en effet très convivial où il y aura évidemment des jeux d'enfants, des jeux d'eau. On va repenser, on va déplacer le monument aux morts, on va gagner beaucoup de place, on va enlever du parking et c'est donc en effet un investissement qui est quand même de l'ordre de 5 millions. Mais ces 6 millions-là qu'on va gagner par rapport aux 10 ou 11 qui étaient envisagés, on les met dans d'autres priorités, notamment les trottoirs ou ailleurs. Non, on ne perd pas parce qu'on ne les a pas. Monsieur Berco, vous parlez là du programme Cœur de Ville qui est un programme de l'État, il a dit il y a 2 ans. En 2008, Monsieur Berco, en 2008, Monsieur Garot estimait avoir beaucoup d'argent de la part de l'État, beaucoup de la part de la région, et il n'y a pas eu. Tant qu'on n'a pas la signature de l'État sur l'argent, non pas sur le principe. Mais non, quand on n'a pas sur le principe... Vous niez la réalité. Je ne nie pas la réalité, je la connais la réalité, je suis dedans, en plein cœur justement, et je vous dis qu'aujourd'hui, l'argent de l'État, il n'est pas garanti. En tout cas, je constate que vous faites des travaux sur cette place du 11 novembre. Heureusement, on va en faire des travaux. Je rappelle que François Zocchetto voulait y investir plus de 20 millions d'euros, un parking souterrain, des halles énormissimes. Nous, on a un projet qui est concret, mais je ne suis pas Monsieur Zocchetto. Vous nous dites, de toute façon, c'est certain, l'argent... Les 5 millions d'euros de Cœur de Ville, ça n'est pas négligeable, c'est presque la moitié du budget que vous prévoyez. La ville de Laval. Effectivement, il y a eu une signature avec Jacques Mézard, le ministre à la cohésion des territoires, il y a 2 ans. Mais c'est une somme qui, de toute façon, est acquise à la ville, vous nous le dites? Oui, c'est signé par le ministre en personne.
Bon, vous n'êtes pas d'accord sur Non, ce je ne point-là, suis pas qui d'accord. effectivement est Mais important. C'était dans le journal de la ville. Enfin, Mais voilà, c'est- Un tout petit mot très rapide, Didier Pilon. Un autre projet que vous abandonnez ou que vous reportez, c'est l'ascenseur urbain. Il faut dire que Laval, c'est une ville qui monte, Oui. où c'est fatigant. Parfois, l'objectif pour vous, c'était relier de la ville basse à la ville haute, avec un ascenseur ou un escalator entre deux secteurs Oui, de oui. Laval. Ça, c'est plus d'actualité? Ah non, c'est toujours d'actualité, mais ça n'est pas prioritaire. Je pense que le rôle d'un élu et d'un maire notamment, c'est d'avoir des hiérarchies, des priorités. Et aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé avec le Covid de la ville telle qu'elle évolue, je pense qu'il faut mettre plus d'argent dans les quartiers. Et j'espère bien, évidemment, je souhaite cet Mais ascenseur en tout urbain. cas, pas pour l'instant. Pas Pas dans les pour 3 l'instant. prochaines années, me semble-t-il. L'aménagement de la ville, Beaucoup de promesses, en tout cas. l'aménagement Non, de pas la de ville, promesse, c'est un s'il vous changement plaît. de priorité. Des promesses. L'aménagement de la ville, ce sont des grands projets et on vient de voir celui qui monopolise beaucoup de vos programmes, la place du 11 novembre, et c'est aussi le quotidien. Florian Berco, dans vos priorités, vous en avez 10 que vous avez listées dans votre programme de second tour. La troisième, c'est un plan entretien et propreté. Ça se traduit comment dans la ville? Moi, il y a 2 priorités dans mon projet. La place du 11 novembre, parce que c'est une attente des Lavallois. Et bien sûr, c'est l'entretien, la rénovation de nos quartiers qui ont été délaissés ces 6 dernières années. C'est le sentiment profond qu'ont les Lavallois qui viennent à ma rencontre tous les jours pour me dire notre ville est sale, notre ville est mal entretenue. Et il est grand temps de Alors remettre... comment on la rend plus propre et mieux Eh entretenue? ben, on met les moyens qu'il faut et on adapte les services pour pouvoir entretenir. Il y a 2 volets sur l'entretien et la propreté, on va être clair. C'est d'abord du civisme. C'est important de pouvoir entretenir en tant que citoyen nos quartiers. Mais il faut aussi que la ville soit à disposition et mettre les moyens escomptés. Et Ça je veut dire constate- plus de fonctionnaires dans le en tout cas, ramassage des déchets? Adapter les équipes, les rendre plus mobiles, mettre à disposition des bennes à ordures, une déchetterie mobile, c'est ce qu'on souhaite, avec un service des encombrants qui fonctionne. Ça me paraît être une attente, mais essentielle. Et c'est le 2e budget de la ville. Donc ça, c'est l'aspect propreté. Il y a aussi le plan, il y a un deuxième volet, Bien sûr. c'est l'entretien. Alors sur la partie investissement, c'est la rénovation. Donc il y a la place du 11 novembre et bien sûr, il y a un besoin de rénovation. Les équipements, les gymnases sont vétustes et c'est des passoires énergétiques. Il est grand temps d'y réinvestir pour faire des gains d'énergie qui sont ensuite des gains de pouvoir d'achat pour les Lavallois. Les gymnases, les écoles, une crèche, c'est des engagements forts, c'est pas une foire aux promesses, c'est du concret, c'est finançable, c'est 50 millions d'euros d'investissement pour le mandat. Sans hausse d'impôt, on est d'accord. Tout à fait, c'est un engagement solennel. Il n'a pas de polémique, même si j'entends toujours la polémique de la droite sur les impôts. Je sais ce que c'est que payer des impôts. Parce qu'on l'a vécu. Je prends l'engagement 30%. ferme, sans augmentation d'impôts. C'est clair, on n'est pas comme en 2008. Il n'y a pas de crise financière comme en 2008. Et voilà, c'est très important de le rappeler. non. Didier Pilon, Je voudrais insister, hausse pardonnez-moi. des parce- impôts, juste un... Non, ça n'est pas Chez vous possible, ça n'est pas envisageable. Il faut garder du pouvoir d'achat aux Lavallois. Je voudrais revenir parce qu'un certain nombre de services, il faut les payer. Il y a 3 leviers dans une ville, on est d'accord? Il y a des aides de l'État. Vous êtes en train de me faire une leçon de finance, Non, là, mais ou d'économie. Mais Alors, vous avez fait allez-y. HEC, moi pas. Moi, j'ai fait autre chose. C'est pas ça. Je vous donne pas de leçons. J'essaie d'expliquer Très bien, mais Donc, 3 aux leviers, des aides de l'État. Pas Mais vous, arrêtez de faire téléspectateurs. peur sur Des les aides de impôts. l'État, Vous faites vous la dites. Les campagne aides de de l'État 2008. qu'on a ou qu'on n'a pas. On est en Oui. 2008. Ah, Des rapidement. cessions immobilières qu'on fait ou qu'on ne fait pas. J'observe que vous ne voulez pas faire de J'ai cessions pas dit ça. immobilières. Je ne Vous brade changez pas de le programme à chaque je fois. ne brade pas le patrimoine On n'a des pas Lavallois bradé, n'importe donc, comment. cession de Je suis patrimoine. cohérent. Et en fait, troisième levier, l'impôt. Donc je dis qu'à un moment donné, si on n'a pas les aides de l'État, si on ne fait pas de cession immobilière qui rapporte à la fois des emplois et des moyens à la ville, le troisième levier pour pouvoir financer tout ce que vous dites, c'est encore une fois l'impôt. Vous, votre projet, si on revient quand même sur le plan de propreté, puisque ça fait partie aussi de vos 3 priorités, Tout à fait. c'est les trottoirs, très clairement Oui. et très rapidement. Qu'est-ce On que s'est vous rendu prévoyez? compte que les trottoirs n'étaient pas en bon état, que les gens s'en plaignaient à juste titre. Et donc, c'est là encore où on a dégagé des marges de manœuvre d'investissement de l'ordre de 5 à 6 millions. Et en effet, c'est la somme qu'il faudra pour terminer sur les 6 ans les 230 km de trottoirs qui restent sur les 410. C'est beaucoup, mais il faut le faire. Donc, c'est clair que c'est une 230, priorité. c'est à 80 euros du Non, mais mètre, attendez. c'est environ 18 millions Non, d'euros. mais- Là aussi, c'est des fausses promesses. mais Comment on non, peut là, refaire vous tous parlez les de- trottoirs vous des parlez de Lavallois? Je suis désolé. Mais écoutez, c'est vous Mais qui me donnez des leçons quel là, est en ce votre... moment, hein. Oui, mais quelle est la crédibilité sur ces 6 dernières années? Qu'est-ce que vous avez fait comme trottoir? Eh ben, on en a fait déjà un certain nombre. On en a fait C'est à pas peu le près de ressenti 100. des Lavallois Eh sur parce l'entretien. qu'il y en a 430 à entretenir. Donc 600. ne me donnez pas non plus de leçons. C'est 600. vous qui avez l'air de me dire 600. vous avez l'air de... Non, il n'y a pas... 600. Non.
Alors écoutez, il n'y a pas 600 km de trottoir. Il y a 410. Alors, on va peut-être pas passer toute la fin de ce débat à discuter des kilomètres de trottoir à Laval, puisqu'il nous reste un tout petit peu plus d'une minute et je souhaiterais qu'on conclue, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je souhaiterais qu'on puisse conclure ce débat, comme chaque débat depuis le début de cet avant-second tour. Je vais vous demander à l'un et l'autre, s'il vous plaît, très rapidement, quelle sera votre toute première mesure si vous êtes élu maire de Laval ? Florian Berco. De commencer. Très rapidement. Je pense que les attentes des Lavallois sont nombreuses. L'entretien, la propreté, la présence des élus tout au long de l'année dans les quartiers. Moi, ma première mesure, c'est la cantine à 1 €, parce qu'il faut bien que les enfants puissent se nourrir et trouver leur avenir à Laval. Didier Pilon, merci. C'était une mesure. Non, nous n'avons plus le temps et c'était une mesure, c'était la règle du jeu. Didier Pilon, votre toute première mesure si vous êtes Travailler sur le pôle intergénérationnel de Saint-Martin, c'est-à-dire restructurer totalement la crèche à Tire-d'Aile, parce que c'est le moyen de faire venir des jeunes familles avec des enfants, et travailler à côté de l'église Saint-Martin pour y mettre un espace senior. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Bien sûr, tout votre programme, on ne peut pas le détailler, mais on le retrouve, je le précise, sur les réseaux sociaux et sur vos sites internet respectifs. Demain, suite et fin de nos débats d'avant-second tour, avec un plateau de femmes autour de Christine Villevoisin, les 3 candidates pour les municipales à Nantes à partir de 18h. Très bonne soirée.